Comment ça va, Nick Payne? Oui, très bien, merci, vous aussi. Oui, la vie est bonne. Et Frédéric Lapointe qui a décidé de faire monter les enchères. Vous êtes quelque part, j'oublie le nom, je sais que c'est loin. C'est autour de Chapet, près de Chibougamau. Je suis dans une voiture, mais c'est pour éviter aux auditeurs les bruits ambiants de la nature, bien sûr. Bien sûr, hein, notamment des mouches qui vous assaillent, sans doute. Alors, bien sûr, Frédéric Lapointe, vous êtes fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat du Parti québécois dans Maurice Richard, et Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur au journal Métro. Vous publiez des ouvrages régulièrement, le plus récent étant La bêtise insiste toujours. C'est une citation d'ailleurs de... Est-ce que c'est Camus ou j'oublie... Ah ben oui, c'est absolument Camus. Et la suite de la citation... On ne parle pas de Xavier Camus, le blogueur, hein, mais bien... Non, on parle d'Albert quand même. Oui. Et la citation intégrale est la suivante. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours qu'à soi. Ah, très intéressant. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui disait, oui, ça donne à réfléchir, hein, plus on y pense. Prenons, est-ce qu'on fait une minute de silence là-dessus? Non, on n'a pas le temps. Allez. Moi, je ferai une demi-heure au moins. Oui, c'est ça. Messieurs, parlons d'abord de notre nouvel état de déconfinement, de découvre-feuisation. C'est une première depuis longtemps. Sentez-vous le vent de la liberté? Vous chatouillez un peu les oreilles ou les orteils, je ne sais trop. Et Frédéric Lapointe, je commence avec vous. Le Québec n'est pas habitué d'être dans les premiers de classe comme ça. Hein? On a toujours coutume de se dire que au Canada, nous sommes les pires dans ceci, cela. Enfin, c'est un discours qu'on entend souvent. Là, pour le coup, quand on regarde ce qui se passe en Ontario, au Manitoba, en Alberta, par exemple, on a l'impression d'être sur une autre planète ici. Nous serons les premiers à accueillir des spectateurs pour la partie de hockey c'est ce soir, en fait, des Canadiens de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto. Alors, ça témoigne un peu de notre réussite face à cette troisième vague de la pandémie, pendant laquelle, du reste, les écoles québécoises sont probablement celles qui sont restées ouvertes le plus, si on se compare aux provinces canadiennes. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, au-delà des petits mensonges du ministre Roberge, dont on va parler tout de suite après? Là? On peut s'en réjouir. Jusqu'à quel point on peut s'en féliciter? Je regarde ce qui se passe à travers le monde et les pays qui l'ont davantage eu facile avec la première vague ont vécu une deuxième vague plus difficile. Parfois, c'est le contraire. Il y a des éléments là-dedans qui tiennent de la régression statistique ou de la chance. Je pense que tous les gouvernements, peut-être à l'exception de l'Alberta au Canada, je pense que tous les gouvernements ont pris cette crise au sérieux, ont pris des mesures importantes. Et après ça, il y a des phénomènes qui expliquent les hauteurs de vagues. Globalement, au Québec, si on a à faire un bilan rapide, on a réussi à ce que les hôpitaux ne soient pas complètement débordés. On a réussi à ce que les écoles restent ouvertes. Je pense qu'on peut s'en réjouir. Maintenant, claronner qu'on est meilleur que les autres, moi, je me retiendrai un peu. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Vous, Frédéric Bérard, au-delà de vos critiques qu'on connaît bien à l'endroit de, par exemple, l'action de M. Arruda, est-ce que... Oui, non, mais vous êtes bienvenus pour les faire encore. Peut-être que ça s'applique à nouveau, mais est-ce que, globalement... je vous pose la question différemment. Est-ce qu'on est en train de s'énerver un peu trop et de se préparer une quatrième vague qui pourrait nous prendre par surprise? Pardon à nos auditeurs de soulever cette possibilité, mais on en a entendu parler cette semaine. Le gouvernement du Canada craint une quatrième vague assez forte à l'automne. C'est sûr qu'il y a toujours ce risque-là, mais si on fait un petit peu de politique comparée, regardez les efforts de vaccination, par exemple, au Royaume-Uni, qui nous devancent encore un peu. Quand ils ont approché le 45-50% de vaccination, même pas nécessairement de vaccination complète, là, on parle essentiellement d'une dose. Ils ont ouvert à peu près tout, sans problèmes apparents. Les nouvelles études témoignent que ces vaccins-là fonctionnent de manière magistrale, et ça, franchement, c'est une grande percée là, pour l'humanité, là, quand on y pense. Là, jamais on a été capable d'avoir ça il y a ça même 20 ans ou 25 ans. L'autre chose aussi, c'est que ces mêmes études-là démontrent que le vaccin en question, c'est une étude américaine, celle-là, qui dit qu'une fois que tu es vacciné, tu as 0,01% de chance d'attraper la COVID. Donc, au-delà de la question de la forme grave ou moins grave, tu ne l'attrapes plus. Donc, ça ressemble à une immunité qui est pratiquement parfaite.
Maintenant, reste à voir combien il y aura de gens au Québec qui continueront de refuser la vaccination, parce qu'on sait que si on est en bas de 75-80%, ça devient difficile. Donc, s'il y a un risque de quatrième vague, à mon sens, nécessairement, il est là. J'ose croire qu'on va aller de l'avant avec le passeport vaccinal. Le docteur Arruda nous a dit que non, ça n'arriverait pas. Donc, si on suit sa tendance, clairement, ça va arriver. Et ça risque de donner un peu je dirais, un petit peu d'enthousiasme, même si c'est un enthousiasme forcé à cette espèce de campagne de vaccination-là. On ne débattra pas à nouveau du passeport vaccinal, on l'a déjà fait, on y reviendra sans doute de toute façon. Maintenant, évidemment, j'ai parlé de la performance en apparence plutôt bonne du Québec ces temps-ci. Ce n'est pas pour nous faire oublier, bien sûr, la terrible performance dans la première vague, notamment dans les CHSLD et autres ressources et infrastructures pour personnes âgées. Ce fut terrible, évidemment. Pour le moment, les choses vont plutôt bien et on fait bonne figure, notamment, comme je le disais, Frédéric Lapointe, parce que les écoles sont restées ouvertes beaucoup, mais est-ce dans cette volonté de faire de M. Legault, de faire comme FER, comme le métal, de garder les écoles ouvertes, qu'on a incité le ministre Roberge à de doux mensonges sur la prétendue validation par la santé publique des tests de l'air dans les écoles, et puis ce qu'on apprenait cette semaine, la volonté de M. Roberge de tordre le bras de toutes sortes de façons à la santé publique pour qu'elle accède à ces procédés et finisse par dire qu'elle les appuie. Est-ce qu'on est allé trop loin là-dessus? C'est très gênant pour le gouvernement. C'est très gênant pour le ministre Roberge lui-même, que je connais bien, qui est quelqu'un qui a généralement de bonnes idées et des idées, je dirais, plantées profond. Hein. C'est quelqu'un d'assez décidé dans la vie, là, pour pas dire un peu rigide. Mais dans cette histoire-là, ce que j'aimerais relever, c'est deux choses. D'une part, la crise qu'on a vécue a rendu les gens de manière, je dirais, dramatiquement insécure. Et ça s'est entendu dans le milieu de l'éducation. Plusieurs gens disaient, mais c'est épouvantable, on prend des risques avec la vie des gens, on ne devrait pas ouvrir les écoles. Et là, je parle de parents, je parle de professeurs. Il y a vraiment des gens qui sont allés à reculons parce que, je vous dirais, la campagne de peur, dans le cadre de la pandémie, elle a été très efficace, tant mieux jusqu'à un certain point, mais elle a peut-être été trop efficace et on est devenu vraiment très allergique au risque. Le deuxième phénomène, c'est l'autorité énorme de la santé publique dans le contexte de la pandémie. Mais attendez juste un instant, Frédéric Lapointe, oui? Juste pour qu'on vous comprenne bien, vous parlez de campagne de peur, donc c'est ce que d'autres appellent la campagne de sensibilisation. On a voulu faire bien comprendre aux Québécois le danger de la pandémie et c'est devenu parfois, d'après vous, parce que campagne de peur, c'est moins noble tout de même. Est-ce que vous trouvez qu'on est allé trop loin là-dessus? Je parle de l'effet. Oui. Il faudra en revenir, mais ça a eu cet effet-là chez un grand nombre de gens qui ont adopté des comportements là, qui sont des comportements on pourrait qualifier de prudence, mais qui deviennent irrationnels. Mm-hmm. Et fermer les écoles complètement au Québec, ça aurait été un geste irrationnel. Mais donc, l'autre volet, c'est l'autorité énorme de la santé publique qui devient des experts sans qui on ne peut rien faire. Et donc, entre les deux, l'espace pour le jugement politique, pour la décision politique, il s'est rétréci. Dans le cas du ministre Roberge, ce qu'il aurait dû dire, c'est les tests ont été ce qu'ils ont été. Je n'en ferai pas davantage. Je prends sur moi le risque de ne pas mettre des filtres à air, de la technologie spatiale ou je ne sais trop quoi d'autre pour rassurer tout le monde. Et vous viendrez me blâmer ensuite. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a cherché à avoir la bénédiction du pape de la santé publique. Et ça, à mon avis, c'est l'erreur politique. Il a ajouté une deuxième erreur qui est d'essayer de couvrir ses traces en minimisant les premières erreurs. Frédéric Bérard, certains ont dit cette semaine que ce sont des mensonges, en fait, de François Roberge. Disons-le franchement, n'aurait pas pu être sans, sinon l'imprimatur, sinon l'approbation, l'ordre ou en tout cas l'esprit en arrière de François Legault qui voulait absolument garder les écoles ouvertes. Qu'en pensez-vous?
Peut-être la meilleure preuve qu'on ne prépare pas nos sujets avant, je m'adresse aux auditeurs, elle est ici. C'est que je prenais un petit peu par surprise. Vous savez peut-être qu'il y a une demande d'injonction face au ministère de l'Éducation en ce moment. Le problème, c'est que c'est moi qui l'ai déposé comme avocat. Précisément là-dessus, il y a une nouvelle demande interlocutoire qui a été déposée mardi. Donc, c'est un peu délicat pour moi d'en traiter, mais oui. Je pourrais, parce que l'affaire est devant les tribunaux, vous comprenez bien, mais ce que je peux dire, c'est que je suis d'accord. Ah bon? Avec l'idée de M. Legault... Oui. Avec Frédéric, puis peut-être aussi avec votre énoncé préalable selon lequel, finalement, c'est ça. C'est la volonté de François Legault de garder les écoles ouvertes qui a peut-être ouvert le chemin à ce qu'on tourne les coins ronds un peu chez M. Robert. Sans vouloir trop bouiller, arrive un moment donné où tu ne peux plus protéger un ministre qui, d'une part, est détesté par le milieu, mais solidement, qui est très manifestement incompétent, et qui, là, en plus, ajoute mensonge par-dessus mensonge, parce que c'est pas la première fois, on le voit avec les articles de Radio-Canada, Thomas Gerbet qui fait un sacré job à ce niveau-là. Ah ben là, on voit que votre devoir de réserve, ça s'ouplie déjà dans le deuxième jet. Vous connaissez trop bien, c'est trop facile de me faire marcher. Mais voilà, j'en ai assez dit, vous avez raison, merci de me protéger contre moi-même. Oui, Frédéric Lapointe, on dit ça du ministre Roberge. Vous avez fait état de ses qualités et de ses défauts il y a quelques instants. Il en demeure pas moins que le milieu d'éducation et le ministère de l'Éducation sont un peu vus comme une mission impossible dans le monde politique. On considère ce milieu comme étant assez corporatiste, rébarbatif. Ça fait longtemps je me souviens pas, moi, qu'on ait encensé un ministre de l'Éducation, même qu'on n'ait pas dit qu'il était incompétent, rigide et le reste. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là aussi? C'est parce qu'avant le gouvernement caquiste, on a eu un trop grand nombre de mandats du Parti libéral et ils ont nommé notoirement des ministres à temps partiel, des gens désintéressés ou des incompétents. Donc, je vous renverrai un peu plus loin en arrière. On a eu des ministres de l'Éducation fort compétents. L'un d'eux était François Legault, d'ailleurs, qui s'est fait les dents comme jeune ministre à l'Éducation et qui, je me souviens très bien, parce que je l'accompagnais dans ce temps-là, brassait la cage aux commissions scolaires, brassait la cage aux syndicats, brassait la cage à ses fonctionnaires, très certainement, et trouvait le moyen d'arriver à ses fins, mais sans mentir publiquement pour qu'on sache. Juste une parenthèse, Frédéric Bérard, vous avez l'air de vous battre avec un raton laveur là, qui essaie de rentrer dans votre... Il y a du bruit dans votre téléphone, on vous dit ça comme ça en passant. Ou c'est parce que vous rongez votre frein pour respecter votre devoir de réserve? Non, pas du tout. Ça, c'est la pointe, ça, qu'un raton laveur, parce que moi, je suis très tranquillement à Montréal cette fin de semaine. Ah bon? Ah, vous êtes à Montréal. Mais il y en a à Montréal aussi, vous savez. Oui, c'est vrai. En fait, l'exemple est assez mauvais. Ça pourrait être un coyote aussi, remarquez bien. Oui, c'est ça. Quand c'est pas des ours à Dorval. Changeons de sujet. Parlons, il faut en parler encore, du fameux troisième lien proposé par le gouvernement Legault entre Lévis et Québec. Pour plusieurs, c'est une espèce de boulet que ce gouvernement traînera longtemps, mais pour d'autres... Au contraire, il y a là quelque chose d'électoralement rentable pour les caquistes et derrière le bruit des médias montréalo-centristes. Frédéric Lapointe, je commence par vous parce que vous n'avez pas donné votre avis là-dessus la semaine dernière. Donc derrière ce bruit-là, il y a une vaste majorité de Québécois pour lesquels soit leur opposition à ce projet n'est pas un déterminant électoral, soit ils sont plutôt d'accord avec le projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas un déterminant électoral pour le moment. Un gouvernement peut être populaire en raison de sa gestion de la pandémie, comme Lucien Bouchard a été autrefois populaire en raison de la gestion de la crise du verglas. Mais il faut pas trop mettre de fardeau sur l'âne. À un moment donné, il s'écrase. Et on ne sait pas toujours à partir de quel moment les mauvaises décisions, les mauvaises inclinaisons, les mensonges publics, les problèmes d'éthique du ministre Fitzgibbon, quand est-ce que l'âne va en avoir trop sur le dos et que l'électorat va se mettre à magasiner. Certainement, dans le cas du troisième lien, en ce moment, ce qu'on vit, c'est une espèce de perte de perspective sur la valeur de l'argent. Le gouvernement fédéral fait 300 milliards de déficit. On hausse les épaules, les banquiers sont contents. Le gouvernement québécois
dépense 10 milliards dans un tunnel, peut-être que le fédéral financera, peut-être que le fédéral financera pas, tout le monde hausse les épaules. À un moment donné, le sens de l'argent, la valeur de l'argent va revenir. Il va y avoir des dérapages dans le cadre de ce chantier. Ce sera une bombe à retardement pour la CAQ. D'ailleurs, qu'elle tente de faire ce tunnel ou qu'elle tente de reculer. Ça a été une très bonne idée peut-être de le promettre, mais leur temps, je dirais que leurs heures ou leurs années sont comptées et ce tunnel va être assez emblématique de leur avenir politique. Alors, on est en contexte presque préélectoral pour la CAQ, préélectoral à Ottawa, certainement. Justin Trudeau, Frédéric Bérard s'est montré plutôt ouvert il est en attente de la demande officielle de financement du gouvernement du Québec pour ce projet-là, même si pourtant Ottawa se prétend porteur de mesures de développement et d'investissement vertes. Là. Ça n'a pas eu l'air d'être un problème pour M. Trudeau quand on lui a posé la question cette semaine. Est-ce qu'électoralement, c'est bon pour la CAQ? Est-ce qu'on peut imaginer un financement fédéral? Frédéric Lapointe n'a pas l'air sûr de ça du tout, lui. Vous savez, cette semaine, Nick, une nouvelle étude a été déposée étude scientifique indépendante, qui témoigne de la chose suivante. On nous sommes rendus à 40 de chance d'ici 2025 de taper le 1,5 degrés Celsius côté réchauffement climatique. Ce 1,5 étant la limite donc maximale prévue par l'accord de Paris avant de tomber dans ce qu'on appelle l'espèce de point de bascule. Ce qui veut dire que par la suite, ce sera trop tard. Donc, 2025, c'est demain matin. Et ce que vous venez de dire là, je suis en train de faire un détour, vous allez me dire, mais il faut vous expliquer la chose suivante. Moi, ce qui m'embête le plus sur ces questions-là, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est que ça devient, je sais qu'on ne gagne pas d'élection sur la question environnementale, mais tant et aussi longtemps que la population ne sera pas conscientisée davantage, et il en manque un sacré paquet, nos politiciens vont continuer de tripoter des espèces de promesses absolument débiles, comme celle d'un tunnel. Moi, que ça coûte 10 milliards, ça en coûte 100 ou que ça coûte 25 cents, rendu là, je m'en fous un peu. Mais franchement, c'est à contresens de l'histoire. Et là, Trudeau, qui est pas trop sûr, parce qu'évidemment, ne veut pas chicaner avec le gouvernement québécois tout juste avant l'élection, parce que lui est en pré-campagne électorale, ça devrait être déclenché en septembre, il va être obligé de faire encore une fois du limbo pour essayer de têter un, têter l'autre. Et on n'en sort pas. Parce qu'effectivement, François Legault l'a dit en chambre, il l'a dit à Manon Mancé, les études scientifiques pour lui, pour Legault, qui justifient son tunnel de clown, c'est les études suivantes. Il a dit à Manon Mancé, à ce que je sache, vous avez juste deux députés solidaires à Québec, vous n'en avez pas à Chaudière-Appalaches, vous n'en aurez pas non plus. Fait que pour lui, là, c'est ça l'importance du troisième lien. Ça envoyait le message que c'était électoraliste, oui, mais on ose imaginer qu'il y a quand même une vision derrière ça. Frédéric Bérard, vous parlez là, des études, puis vous en parliez la semaine dernière aussi, qui nous disent, par exemple, que il y aura seulement tel ou tel nombre de véhicules qui vont passer là-dedans. Donc, en regard du nombre de véhicules, ça nous coûte 370 000 par utilisateur. Je ne sais plus trop. Il y a un universitaire dont j'oublie le nom qui réagissait à de telles assertions dans Le Soleil cette semaine, évidemment dans la région de Québec, et qui disait, lui, la science, c'est très bien, mais la science ne sert pas nécessairement à faire des prédictions et toutes nos projections à ce moment-ci, les vôtres, les miennes, disait-il, ne valent pas grand-chose face à ce que sera vraiment l'état de la circulation dans 40 ans. Et du reste, disait-il, le dernier endroit possible où on peut traverser le fleuve de façon réaliste, c'est à Lévis et Québec. Il faut le faire maintenant et puis ne pas trop se soucier de ceux qui brandissent des études qui, au fond, font leur affaire, mais qui ne sont pas si scientifiques ou fiables que ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds 40 de chance d'ici 2025 de taper le point de bascule. Fait que ce qui va se passer entre Lévis et Québec en 2062, si on tape le point de bascule, ça va être la nage. Oui, mais là, Frédéric Bérard, quand on va avoir une station balnéaire en Gaspésie, quelque part, le long du fleuve, ça va être utile d'avoir ce troisième lien. Oui, puis quand on va être à peu près 1,5 million tassé sur le rocher percé parce que c'est la flotte autrement, là, peut-être qu'on en parlera. Bon, OK. Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard parlait à l'instant des harangues de François Legault à l'endroit de Manon Mancé. Vous me féliciterez pour ce mot, Frédéric Bérard, après deux rechefs la semaine dernière.
Donc, oui, François Legault qui tensait Manon Massé, c'est un autre beau mot. Il l'a fait de même avec Dominique Anglade, qui est tout de même la chef d'opposition, mais de façon peut-être plus efficace, pourrait-on penser, parce qu'il a mis Mme Anglade devant la difficulté qu'ont les libéraux de prendre une position claire là-dessus. Alors, ils sont contre, mais en même temps, ils ont déjà laissé entendre qu'ils étaient tout de même pour l'idée d'un troisième lien. Donc, ça devient un peu difficile de lire leur position. Est-ce que Mme Anglade a quelque chose à perdre ou à gagner? À Québec, vraiment, que reste-t-il pour les libéraux? À Québec, je sais qu'on espère encore récupérer Jean Lesage. Il y a Tachereau. D'ailleurs, c'est drôle que ce soit toujours des comtés solidaires de Québec qui sont actuellement sous les couleurs de Québec solidaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que Dominique Anglade est mal prise ou non devant les attaques de M. Legault là-dessus? C'est un sujet supplémentaire pour lequel elle doit, je dirais, déchiqueter une page du livre de Philippe Couillard et faire des petites boulettes et les avaler une par une. Parce que les libéraux, si mon souvenir est bon, avaient démarré un bureau de projet. C'était laissé porter par la demande populaire de la région de Québec pour un troisième lien. Donc, non, il faut oublier ça. Il y a un troisième lien, là, ça s'appelle deux traversiers qui font la navette entre Lévis et Québec et enterrer cette histoire et passer à autre chose. Maintenant, pour ce qui est des espoirs électoraux de Dominique Anglade et des libéraux dans la région de Québec, ouais, ça va être difficile. Ça va être difficile pour plusieurs raisons parce que les libéraux ont décidé, et je pense que ce n'est pas un mauvais calcul, de faire un virage au centre, voire un virage à gauche, d'investir la question de l'environnement. Et donc de sortir de la case du conservatisme économique là, qui était un peu occupé par ces derniers au fil du temps, mais pour lesquels il y a de moins en moins d'avenir, même dans leur château fort de la région de Montréal. Donc, les libéraux sont malheureusement pris à courir plusieurs lièvres à la fois. Ils vont se retrouver avec un raton laveur à un moment donné. Je reste avec vous, oui, un instant. Comme vous, en ce moment, pourrait-on dire. Je reste avec vous un instant, Frédéric Lapointe. Les audiences publiques dans l'enquête sur la tragédie Joyce Echaquan, il y avait un bilan qu'on pouvait faire là, hier et aujourd'hui là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé jusqu'ici et qu'avez-vous pensé, on ne vous a pas posé la question la semaine dernière, des affirmations de certains à l'effet que la coroner manquait un peu à son devoir de réserve et pouvait nous donner l'impression que des conclusions étaient déjà écrites à ce rapport. Oui, la coroner a avoué à demi-mot, enfin sans le faire, sa maladresse, a écouté les commentaires, puis a dit essentiellement on ne m'y reprendra pas. Et c'est très bien. Il fallait pas que le rôle de la coroner devienne l'histoire autour de cette tragédie. J'ai lu tous les articles publiés dans les journaux à ce sujet et je pense que l'enquête est très utile. Pour ma part, j'ai appris que l'attitude du personnel soignant envers Mme Echaquan pouvait les conduire à ne pas détecter son état de santé ou à attribuer de fausses causes aux symptômes qu'elle manifestait. Oui, comme le sevrage, par exemple. Là. Oui, c'est ça, et que ceci a probablement entraîné trop tard l'intervention en réanimation alors qu'elle était en train de mourir d'un œdème pulmonaire. Et est-ce que les préjugés ou les conceptions un peu racistes du personnel ont pu jouer? Sans écrire le rapport à la place de la coroner, je pense que c'est assez évident dans ce qui a été rapporté. Alors, Frédéric Bérard, l'ancien président du... Alors là, je me mélange dans les acronymes. C'est le CIS, je pense, ou l'instance qui chapeaute l'hôpital de Joliette, en tout cas, s'est montré dans son témoignage hier, s'est dit... comment dire? Il a dit qu'il avait tout découvert, finalement, sur les mauvaises relations d'une partie du personnel d'hôpital avec les Atikamekw. Au fil de cette histoire-là, il est tombé des nues. Il n'avait aucune espèce d'idée d'un problème de relation. Et là, je le dis sans vouloir faire le procès du monsieur, ce que j'ai entendu ailleurs dans d'autres médias, des gens dire, voyez, comme cet homme était déconnecté, c'est épouvantable. Je ne fais que rendre compte de son propos. Est-ce que c'est possible, ça, qu'une personne dans sa position n'ait
n'ait pas eu vent d'un problème de cette nature jusqu'à ce que la tragédie Échaqouane survienne? Je ne sais pas pour vous, Nick, mais moi, me faire prendre pour un imbécile, là, peu importe la manière, à chaque fois, ça a son petit effet côté émotion. Ça vous fait faire des titres de livres. La bêtise insiste toujours, mais est-ce que... C'est des titres polis, je vous dirais, parce que j'en pense bien pire. Donc, vous êtes sûr qu'il... est en train de nous dire qu'il n'était pas au courant que la commission vient... Il en a parlé, hein? C'est tranché précisément sur le cas de l'hôpital de Joliette et du racisme envers les Atikamekw alors qu'il était en poste. Il est en train d'essayer de nous faire croire qu'il ne savait pas que son procès avait lieu au même moment où... franchement, il va falloir arrêter de prendre des gens pour des tatas, là. Et en plus, il nous dit, non, mais là, j'ai vu ça, mais j'ai trouvé ça bien effrayant. Alors, de deux choses l'une. Soit que tu es une andouille absolue ou tu es un menteur éhonté. Et dans les deux cas, franchement, moi, je suis spectaculairement fâché. Je suis d'accord avec tout ce que Frédéric a dit, sauf une affaire. Il a dit comportement un peu raciste. Tu peux pas être un peu raciste. T'es enceinte ou tu ne l'es pas. Et dans ce cas-ci, on l'a vu, on l'a entendu, on a vu d'autres témoignages cette semaine qu'on ne savait pas, dont la fille d'une patiente qui était à côté. Et on dit, bon, elle est morte, on va avoir la paix. Ça commence à être pas si mal. Après ça, ils l'ont tassé avec un sac à poubelle sur la face lorsqu'il l'amenait vers je sais pas moi, la morgue ou fouillez-moi quoi. C'est-à-dire, mais c'est d'une violence absolue. Tout ça après lui avoir balancé les pires insultes racistes possibles. Qu'est-ce que tes enfants vont penser de toi? Vous êtes juste bonnes pour fourrer, vous autres, les Autochtones, puis faire des petits. C'est pas raciste, ça. C'est un peu raciste. Non, franchement, il faut arrêter là, d'étaler avec des euphémismes, là. C'est absolument dégueulasse ce qui s'est passé là. Merci à cette commission-là. Maintenant, est-ce que le rapport a été écrit à l'avance? C'est pas très sorcier parce que franchement, on l'avait vu avec le Facebook Live. Et moi, ce qui me fâche le plus, c'est que c'est ces tatas-là, comme ce directeur, machin truc-là, qui essaie de nous dire, oh non, je savais pas. C'est la preuve ultime que le racisme systémique existe. Parce que soit que tu l'as d'en face puis tu regardes ailleurs, ou soit que tu n'es même pas assez intelligent pour t'en rendre compte. Puis dans ce cas-ci, je vote pour la première option. Frédéric Lapointe, est-ce que ça se peut que cet homme ait sincèrement, sans être une andouille, mal mesuré ou n'ait pas pu mesurer l'ampleur du problème, si tant est qu'il y a un problème de grande ampleur, qu'il y ait un problème de cette ampleur à Joliette? Les rapports sont une chose. La description dans le vif du récit, du vécu d'une patiente à travers son hôpital en est une autre. Je le formulerais ainsi si j'avais à plaider pour le monsieur. Il pouvait lire un rapport et comprendre ce qui est écrit, mais il ne pouvait pas le ressentir comme il le ressent lorsqu'il témoigne avoir été transformé par l'enquête actuelle sur le cas de Joyce Échaqouane. Alors, passons à un autre sujet. Je sens un contraste entre votre propos et celui de Bérard dans la forme, mais sur le fond, vous n'êtes pas si loin que ça, finalement. Ce dossier sera à suivre, bien entendu. Dernier sujet pour ce matin, chers collaborateurs, cette motion du Bloc québécois demandant aux élus fédéraux de se prononcer sur si vous voulez, le droit ou la capacité pour le Québec de mettre en marche les changements constitutionnels proposés par le projet de loi 96. Donc, cette motion, appuyée par tous, sauf par Jody Wilson-Raybould, désormais députée indépendante. Est-ce que, Frédéric Lapointe, je reste avec vous, on assiste à la réédition en petit de l'échec de l'accord du lac Meach avec Elijah Harper au Manitoba, qui avait finalement scellé le sort de cet accord. J'entends par là, bien sûr, un Autochtone, un membre des Premières Nations. C'est la même chose ici. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une signification derrière tout ça? Et pour le reste, qu'est-ce que vous inspire cet épisode? Je me souviens qu'Elijah Harper l'a fait d'un trait de plume à l'Assemblée législative du Manitoba. Littéralement. Les gens assez vieux comme moi s'en souviennent. Moi, bien franchement, quand j'ai vu que Mme Raybould a mis un grain de sable dans l'engrenage, je n'ai absolument pas fait de lien avec le fait qu'elle pouvait être d'origine autochtone. Vous me soumettez le parallèle, je le note. Mais Alors, pour le reste, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a là l'apparence d'une grande unanimité tout de même, comme si ça ne faisait pas
débat au Canada anglais. En même temps, on a vu les éditorialistes déchirer leur chemise là-dessus, tant et plus, là, parce que c'était perçu, comme ce l'est toujours, comme étant une sorte de traitement de faveur à l'endroit du Québec. Mais je vous signale qu'à l'épisode, pour y revenir, de l'accord du lac Meach, au départ, il n'y avait pas l'air d'avoir de problème non plus. Hein? Il a fallu que des gens se posent en champion de l'unité canadienne. C'était Pierre-Éliott Trudeau qui était sorti de sa retraite à l'époque, puis Jean Chrétien et d'autres. Mais jusqu'à ce moment-là, il ne se passait pas grand-chose. Est-ce qu'on peut imaginer un phénomène du genre? Oui, c'est possible. Remarquez, le Bloc québécois va revenir à la charge dans une autre case horaire de l'agenda des travaux parlementaires. Et là, il n'aura pas besoin de l'unanimité là, pour que la motion soit débattue et adoptée. On pourra regarder qui pense quoi. Et ça laissera, j'imagine, un peu de temps pour, comme vous dites, quelques chroniqueurs d'opinion publique, un leader inopiné, pour détacher quelques députés qui auront vécu un chemin de Damas anti-québécois d'ici l'adoption de la motion. Cela étant, moi, paradoxalement, pour un séparatiste, je suis assez optimiste que la question québécoise est moins sensible dans le reste du Canada. Il y a probablement beaucoup plus d'indifférence à la spécificité du Québec aujourd'hui qu'en 1990. Donc, je peux être encore une fois déçu par mes concitoyens temporaires du reste du Canada, mais je suis quand même plutôt optimiste. Frédéric Bérard, le séparatiste vient de parler. Je vous pose la question de celui qui ne l'est pas officiellement en tout cas, ou pas du tout. Enfin, j'en sais rien, mais... Moi non plus, d'ailleurs. Oui, vous non plus, c'est ça. Le Bloc québécois est-il en train de faire la démonstration? Parce que plusieurs ont dit cette semaine que si on est frileux à Ottawa en ce moment, si on n'ose pas se prononcer contre la motion du Bloc, c'est bien justement parce qu'elle vient du Bloc et on ne veut pas donner de munitions électorales à ce parti à l'aube d'élections là, qui s'en viennent. Le Bloc est-il en train de montrer son utilité comme, non pas comme parti indépendantiste, mais comme vecteur de bonne entente et de bon fonctionnement du fédéralisme canadien? Ben, permettez-moi quelques trucs, quelques remarques. Il y a des choses importantes qui ont été dites là. Premièrement, si la loi 96 prévoit que Québec peut agir unilatéralement, trouvez pas ça un peu ironique, vous, que le Bloc ait demandé à Ottawa s'ils sont d'accord avec le fait que le Québec agit unilatéralement? Il me semble qu'il y a quelque chose si vous voulez être l'animateur puis me poser la question, je vais vous faire un exposé là-dessus. Pour résumer, je dirais oui. C'est oui, mais ça me semble absolument farfelu. L'autre affaire, la différence avec Meach, au-delà de l'aspect autochtone de l'affaire, c'est qu'il y a une différence fondamentale. Dans Meach, on avait 10 législatures provinciales, plus le fédéral, qui se sont entendus pour amender la Constitution en vertu de la formule d'unanimité pour les 5 propositions. Donc, c'est une entente. Et puis, évidemment, ça pourrait à la toute fin, mais vous avez raison de dire que ça s'était bien passé au début. Ici, ça n'a absolument rien à voir. Vous avez une province seule qui essaye comment on appelle ça, la passe du coyote, là, qu'apparemment, c'est ce qu'on se dit au gouvernement Legault, ou la passe de l'ours qui tousse, ça doit se ressembler. Ou du raton laveur, bien sûr. Un petit tour de passe-page. Là, on n'est pas du tout dans la formule de l'unanimité, on est dans la formule d'une certaine forme d'unilatéralisme, si je peux dire, proposé par Québec. Or, par définition, si tu vas de manière unilatérale, tu n'as pas besoin de l'avis des autres. Et là, ce qui est encore plus problématique, c'est que là, on fait comme si c'était un enjeu politique à 100%. Ce qui est faux. Que Justin Trudeau trouve que c'est de l'allure, d'ailleurs, on sait pourquoi, c'est parce qu'il y a la chienne de se pogner avec Québec à quelques mois des élections. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison que ça. C'est quand même pas lui qui va décider, ni les autres provinces. C'est plate à dire, mais ça va être les tribunaux. Parce que quand il va y avoir une communauté, Joe X, Joseph Y, la communauté anglophone, qui décide de s'adresser à ces mêmes tribunaux, ben ceux-ci auront à décider si c'est la formule de l'article 45, c'est-à-dire une formule unilatérale, ou c'est la formule de l'unanimité. Moi, j'ai déjà répondu, pas de l'unanimité, mais bilatérale. J'ai déjà répondu la semaine dernière. Pour moi, c'est clair que c'est une formule qui vise une certaine forme de bilatéralisme. Donc, l'appui d'Ottawa est nécessaire. Et donc, de ce fait-là, moi, je trouve ça particulier, là, parce que là, on amène ça dans l'arène purement politique, comme si c'était là que ça... Puis, je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas là que ça va se régler au final, peu importe ce qu'en pense Justin Trudeau. Pour le reste, tout ce que vous avez dit sur la question de là, moi, c'est ce que je trouve le plus fascinant là-dedans. Quand je vois les souverainistes crinquer, prendre le mort aux dents en rapport aux réactions,
face au projet de loi 96. J'ai dit, vous devriez pas, là, vous devriez plutôt être content, à mon avis, parce que si la loi 96 est adoptée telle quelle, et s'il y a une modification unilatérale qui prévoit que le Québec est une nation et qui prévoit que le français est la seule langue officielle et commune, ça fait le jeu de la CAQ à 1 million de 1000%. Le PQ vient de se faire assassiner pour de bon. Et puis pour le Bloc, vous l'avez dit, puis moi je pense que ça fait longtemps que c'est le cas, je pense que le Bloc a été peut-être le meilleur apôtre, le meilleur ambassadeur pour le fédéralisme canadien depuis les années du CEP, parce qu'il a réussi à faire, dans le fond, c'est mieux faire fonctionner la fédération au profit du Québec. On parle, par exemple, du déséquilibre fiscal, les trucs du chômage, et ainsi de suite. Puis c'est même pas moi qui dis, c'est du CEP lui-même qui s'en vantait. Arrive un moment donné où les Québécois se disent, finalement, c'est pas pire, hein, ça fonctionne correctement, le Canada. Et puis là, il manquait l'aspect symbolique, c'est-à-dire l'aspect nation, l'aspect linguistique et tout. Puis là, ça va se faire comme par magie. Puis, évidemment, les tribunaux n'interviennent pas. Bon, alors, bingo. En terminant là-dessus, en 10 secondes, Frédéric Bérard, pensez-vous qu'on peut, toujours en plus petit, parce que somme toute, il n'y a pas beaucoup d'électricité dans l'air autour de ce sujet-là, comme il y en avait à l'époque autour de Meach, Meach avait beaucoup plus d'ampleur là, comme projet, qu'une simple modification dans le petit tiroir provincial de la Constitution, si on veut, le tiroir québécois. C'est l'expression de Jean-François Lisée. Ça, marquons ce jour d'une pierre blanche, le jour où je cite Jean-François Lisée. Mais donc, est-ce que vous ne voyez pas la possibilité tout de même que après, hors contexte électoral ou dans un autre contexte, à un moment donné, le Canada, les tenants de la ligne dure à l'endroit du Québec deviennent plus vocaux et plus mobilisés contre cette démarche? Comme c'est arrivé, parce que vous parliez de Meach, vous dites que ça a échoué à la toute fin, tout allait bien au début, mais il reste que l'opinion publique canadienne est devenue très, très, très braquée à l'endroit du Québec pendant cette période et il a fallu, en quelque sorte, instrumentaliser certains individus, ou en tout cas, certains ont été ceux qui ont porté le couteau, là, mais vous voyez... Il faut faire attention, parce que dans Meach, toutes les provinces, à l'exception du Manitoba, avaient avalisé les 5 conditions de l'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce beau monde-là a poussé un grand soupir de soulagement quand une seule personne, à la toute fin, a fait planter le processus, parce qu'il était devenu assez évident que ça passait pas au Canada. Vous voyez, Nick, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que comme je pense que le Québec n'est pas monolithique, je dirais à plus forte raison, le reste du Canada aussi. Et pour le reste, ici, le Manitoba, il ne faut pas oublier non plus que la législature manitobaine était en faveur de Meach. Elijah Harper a réussi à faire foirer ça pour une raison purement technique, qui était de celle de reporter le vote de quelques semaines, d'éviter un référendum à ce niveau-là. Donc, ça prenait l'unanimité de la Chambre, ce qui est absolument absurde. Donc, de penser que... Je sais que c'est classique de penser que les Canadiens anglais, blablabla, nous aiment pas, puis c'est-à-dire que les études d'opinion à l'époque ne mentaient pas. C'était une vague d'opinion contraire à Meach à l'époque. Mais écoutez, on fera une émission sur l'échec de l'accord du lac Meach. À la toute fin, vous avez raison. Mais pour le reste, je vais terminer, si vous voulez bien, avec un truc très rapide et très, très triste. C'est que nous sommes à peu près les 3 du même âge, ni plus ni moins. Et j'ai malheureusement l'impression, comme constitutionnaliste, que ces débats-là sont peut-être les débats d'une génération qui est la nôtre et qui intéresse plus grand monde aujourd'hui. Alors, des débats. Voilà. Le has-beenisme constitutionnel. Donc, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, retournez à vos ratons laveurs, vos ours et vos mouches. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. À la prochaine.